football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, ou salut à toutes et salut à tous. Bienvenue de nouveau dans La Zone. C'est la deuxième partie de l'émission, toujours en compagnie de Jonathan Bellin. Ça va toujours? Toujours en compagnie de Benjamin Nivet. Et toujours. Ouais, je voulais terminer par lui, les meilleurs pour la fin. Ouais. Voilà, mais bon, ça y est. Hop, tu m'as devancé, Benjamin, ça va toujours? Toujours, pleine forme. Bon, on a passé une première partie d'émission extraordinaire avec toi. Oui, j'allais le faire. Mais c'est dingue ça. Et je suis en forme, qu'est-ce que je te dis? Il est en forme très tard. Ma boisson énergétique. Tu sais pourquoi? Moi, je vais balancer. C'est quand il mange du concombre. Ah. Tu vois. C'est mon secret. Esprit sain dans un du concombre à la maison avant de venir. Et toi, ça va toujours? Ouais, ça va très bien. Qu'est-ce que tu as mangé alors, dis-moi tout? J'ai mangé un burger. Allez, let's go. Summer body. Je suis pas KO. On reprend les bonnes vieilles habitudes, messieurs, dames. Retour de l'Ostermos, que je t'explique rapidement, Benjamin. L'objectif, c'est d'être le plus franc et le plus sincère possible. C'est de l'espagnol qui signifie les termes. Merci de suivre. Donc, l'objectif, c'est de dire les termes. Premier thermos, je vais vous demander d'être donc précis et concis surtout. Balerdi, le défenseur de l'OM, est-il surcoté? Qui veut commencer? Bobo, je te vois sourire. Bah non, surcoté non, moi j'ai jamais été très fan du joueur, donc il est ni surcoté ni sous-coté. Je trouve que là en ce moment il est dans une bonne période, c'est bien pour lui, tant mieux. Mais moi j'avoue je suis pas spécialement fan du profil. Je trouve qu'il est pas très sûr. Alors je vais envoyer. Moi j'ai un peu de mal à dire. Non mais que je recontextualise. Pourquoi? J'ai du mal à dire des saloperies, mais moi je suis pas trop. C'est pas trop mon joueur. Quoi. Pourquoi ce thermos-là? En ce moment on parle énormément de lui sur ses récentes performances. Il est en train. Enfin, on parle d'une éventuelle prolongation de Leonardo Balerdi à l'OM, et puis surtout on dit que même si c'est potentiellement lui qui a la plus grosse valeur marchande, s'il y avait. Mais ça compte pour toi aussi. Alors je te coupe volontairement. En préparant l'émission, on m'a dit mais attends, mais tu te rends compte, les Marseillais, ils défonçaient Balerdi l'année dernière et l'année d'avant, ce qui est vrai, et c'est important qu'on le dise parce que c'est la vérité. Même il y a encore un mois et demi. Et maintenant c'est le meilleur défenseur du monde. Et c'est vrai qu'il faut mesurer ses propos dans les deux sens, je pense, tu vois. Surcoté, c'est bien qu'on ait choisi ce terme parce qu'en fait, pour moi, c'est une des seules cotes, c'est ça que t'allais y venir, de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Parce que Klose, il a 30 ans, je crois. Ouais, 31. C'est l'âge surtout qui fait. Et les autres joueurs de l'effectif, en termes de valeur marchande, c'est quand même très limité. Donc c'est déjà le seul côté. Après, je pense aussi qu'il est quand même pénalisé d'avoir un gigot à côté de lui. Ou... Elle est énorme cette phrase, d'avoir un gigot. Sortir du contexte, c'est chelou. Ou un Bamba qui est moins bon qu'il a été, quoi. Voilà. Maintenant, tu peux y aller tranquille. Je vais envoyer des... Non, mais moi, je te rejoins. Je suis pas fan du joueur, mais c'est vrai que sur ces dernières prestations, c'était beaucoup mieux. Maintenant, il faudra voir après la confirmation. Alors, sur côté, j'ai envie de dire oui. Il envoie les termes, Benjamin. J'ai envie de dire oui par rapport depuis qu'il arrive à l'OM, par rapport aux attentes et tout ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu changé d'avis sur ces derniers matchs, parce que là, on a trouvé un vrai Balerdi, pas d'erreur, parce qu'il avait fait beaucoup d'erreurs individuelles qui ont coûté des buts. Défenseur argentin avec Lagnac. Donc après, il a de la qualité aussi dans la relance. Donc, faudra voir sur la continuité. Mais sincèrement, j'ai été surpris là de ces dernières prestations. Il a le prototype du défenseur moderne un peu, mais il faudrait qu'il se densifie physiquement pour vraiment franchir un cap, je pense. Après, je pense que la question, tu vois, de la surcote, elle vient aussi de la hype que lui ont donné ses supporters, alors que, comme tu le disais, moi, c'est pour ça que ça m'a fait un peu rigoler, parce que il s'est quand même fait défoncer depuis presque 2 ans sur ses prestations, où les mecs, ils en voulaient plus, etc. Et après le match contre le Benfica, j'avais l'impression que voilà, on parlait de Rudiger, tu vois. J'avais l'impression que c'était un autre joueur, quoi. Donc tout ce qui est carton rouge et tout. On enchaîne avec le deuxième thermos. Fonseca à l'OM, bonne ou mauvaise idée? Encore une fois, je vous pose cette question car il sera en fin de contrat là dans quelques mois, tout simplement. Déjà, l'OM lui faisait un gros appel du pied la saison dernière. On savait que les relations avec le président lillois, Olivier Létang, ne sont pas forcément des meilleures. Là, il est pressenti pour remplacer Jean-Louis Gasset. On rappelle qu'il y a aussi une ambition européenne du côté de Paulo Fonseca.
Donc si l'OM ne fait pas de Coupe d'Europe, il y a un côté un peu reculé pour mieux rebondir. Est-ce qu'il y irait du coup ? C'est un peu la question, mais... Vas-y. Je pense que c'est une très bonne idée pour l'OM, parce que Paulo Fonseca, j'adore, je suis fan par rapport à ce qu'il propose depuis qu'il est arrivé à Lille, sa philosophie de jeu. Tactiquement aussi, c'est très précis. Il arrive à s'adapter aussi en cours de match, selon les matchs aussi. Donc très fort tactiquement. Je pense que c'est pas forcément peut-être une bonne idée pour lui par rapport à ce qu'il a mis en place aussi à Lille et quels moyens va avoir l'OM. Parce que là, on parle d'OM, s'ils n'ont pas la Coupe d'Europe l'année prochaine, quels moyens ils vont avoir pour recruter. Donc après, ça sera à lui de voir, comme tu as dit, est-ce qu'il irait quoi. Je pense qu'il aura un meilleur club meilleur club aujourd'hui sportivement que l'Olympique de Marseille. L'an prochain. Je pense qu'il aura un club italien bien plus important sportivement que l'OM aujourd'hui. Après, là où il ferait du bien à Marseille, c'est aussi sur toute la dimension tactique. Je te rejoins complètement, mais puis aussi la dimension humaine, où c'est quelqu'un, tu le vois, on analyse après les matchs, je trouve qu'il a quand même toujours beaucoup de recul et d'objectivité pour parler du jeu de son équipe, qu'il arrive même à se détacher aussi de l'affect, de ne pas être que dans la déception du résultat ou au contraire l'excitation de la victoire. Moi, j'aime bien aussi il a vraiment une approche. Il apporterait de la sérénité à un club comme l'OM. Je trouve qu'il parfois, tu vois, ce qu'on a vu avec Gattuso en début de saison, pour moi, c'est un peu à contresens quand tu as un club comme l'OM. Un mec, on a l'impression qu'il faut un mec qui hurle, et moi je trouve qu'à l'inverse, il faut quelqu'un d'assez pragmatique. Enfin, tu vois, ça fait du bien quand ils ont eu des pragmatiques. Tu regardes dans l'histoire un peu récente, quand ils ont eu Deschamps ou quand ils ont Guéret, c'est quand même des entraîneurs qui sont plutôt des pragmatiques. Et alors peut-être que dans le jeu, ça faisait peut-être moins kiffer, mais en tout cas, je trouve que ça apportait un peu plus de sérénité dans le club. Mais oui, bonjour. Non, t'allais dire. Je veux dire que pour lui, c'est pas du tout une bonne idée de prendre le risque d'aller à Marseille. C'est trop dangereux pour lui. Enfin, ça sert à rien de se mettre en péril dans un club qui est aussi instable en ce moment. C'est ce que je pense. Ouais, c'est quel moyen, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et lui, il faut qu'il ait aussi les moyens pour mettre. C'est ça. Ouais. Ok, donc plutôt d'accord tous les trois là-dessus. Dernier thermos. Attention, ça va envoyer du bois. Les arbitres gâchent-ils la fin de saison ? Vous me voyez venir, ça fait plusieurs matchs où on entend et on assiste, très très bonne question, à beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui ont une incidence très claire, très nette sur la physionomie du match et le résultat final. Là, on a pris une photo de Stéphanie Frappard, c'était lors de la demi-finale de Coupe de France. Mais ça aurait pu être trois autres arbitres. Ça aurait pu être Jérémy Pignard aussi, voilà. L'arbitre de Marseille-Nice, ou Mathieu Vernis, l'arbitre de Lyon-Brest. Ou Turpin, on peut y aller aussi. Ouais, mais même à Monaco-Lille, pour moi, il y a un penalty flagrant. J'étais sur le match pour Lille. Sur Minamino ? C'était Turpin. Minamino, quand il tacle dans la surface, pour moi, il y a penalty. Là, oui, c'était Turpin, mais c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là, il y a des... le penalty et Marseille, c'est incompréhensible, c'est incroyable qu'on puisse siffler penalty. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus il va revoir les images et qu'il ne... Mais moi c'est ça, justement c'est ça qui me dérange. C'est pas tant les mauvaises décisions, ça peut arriver de prendre des mauvaises décisions et tout le monde dans n'importe quel métier. Il y a un arbitre pour 22 joueurs. Donc, moi ce qui me dérange c'est la mauvaise interprétation de l'image, parce que l'image qu'il regarde sur cette action-là, sur le penalty de l'OM, il dit qu'il y a une semelle, il fait le geste comme ça, il y a une semelle. Mais c'est pas la question sur l'action. C'est que l'interprétation, c'est... On doit lui dire dans l'oreillette, le joueur dégage, il ne peut pas maîtriser... Il a revu l'image à la VAR ? Oui. Il va voir l'image, et l'image qu'on lui montre, c'est la semelle après le dégagement. Ouais, tu vois ? Mais c'est pas ça, l'action n'est pas celle-là. Dans le sens du jeu. Exactement. Donc moi, c'est plus ça qui me dérange, c'est le fait que l'interprétation que font les arbitres des actions, que ce soit en France, où on a vu aussi pour le Classico, où il y a plein... Où ça va arriver en Coupe d'Europe contre Paris, évidemment, Boris, on peut le dire. Mais ouais, moi ça me dérange, ça me gâche ma saison là. Donc plutôt oui, Bobo. C'est dommage. Moi j'ai un problème avec gâcher, mais tu vois, je trouve que c'est un problème un peu plus empirique sur le niveau des arbitres quand même global depuis quelques années, où je trouve que on s'est bien gargarisé d'avoir des très jeunes arbitres qui arrivaient aux plus hauts échelons, et quand on parlait de l'expérience des joueurs et à quel point ça compte dans une carrière, moi je comprends pas qu'un arbitre de 24-25 ans il se retrouve tu vois, des fois en Ligue 1, et je crois que Mathieu Vernis il a à peine 30 il est ans, quand même il a 28 maintenant, 28 je crois. Ouais. Mais le Texi il a commencé, il était super jeune. Voilà, et je trouve qu'il y a on a envie peut-être pour tu vois l'indice UEFA de dire regardez, alors peut-être c'est bien aussi parce qu'ils apprennent plus jeunes, mais je
trouve qu'on les installe quand même dans quelque chose où après, avec le système de notation, on s'enferme dans autre chose, où des arbitres qui sont bien notés, on ne peut pas les contredire à la VAR. Enfin, tu vois, mais ça, attends, ça, il faut le dire. Ça. C'est ça qui est important, c'est l'utilisation de la VAR, en fait, qui est mal faite. Parce que c'est le véritable problème, il est là, parce que des erreurs d'arbitrage, il y en aura toujours. Ouais. Ça, c'est normal, après, c'est humain. Mais la VAR est super mal utilisée. À un moment donné, la première année, je crois que les arbitres, ils étaient mal notés s'ils changeaient de décision par rapport à la VAR. Ça a été enlevé. C'est plus ça maintenant. Et le fait que quand ils les appellent, pratiquement, ils vont changer leur décision, quoi. Donc du coup, ils sont un peu... ils s'en remettent à la VAR, on va dire. Ouais, voilà. T'es conditionné. T'es conditionné, voilà. Chercher le mot, t'es conditionné quand tu vas voir la VAR. Moi, je me suis trompé. Mais même leur jeu, pas forcément. Même un jeu où ils vont au bout de l'action, alors que c'est bon. Il est 5 mètres en jeu. Exact. Ça, c'est... Enfin, tu vois, c'est c'est ça. Et le vrai problème, il est là, en fait. C'est l'utilisation de la VAR. Plus que les... Mais il faut quand même raconter l'histoire des arbitres par rapport au quota européen de Ligue des Champions. Un arbitre aujourd'hui, je pense qu'il faut raconter ça. Un arbitre aujourd'hui qui va jouer la Ligue des Champions français, si on le déjuge, il perd des points pour le COEF européen. Donc, tu vois que les Turpins, les arbitres stars, entre guillemets, sont beaucoup moins déjugés que les autres parce qu'ils ne veulent pas que... Il faut conserver, en tout cas, leur statut. Exactement, en Coupe d'Europe. Et ça, c'est un truc qui est fait, et malheureusement, dans les grands matchs, tu verras rarement les arbitres se déjuger eux-mêmes. C'est rare. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense que la VAR, elle doit être là pour l'arbitre principal, qui lui, il voit l'action en direct, donc en vitesse réelle. Le ralenti, c'est plus du tout la même chose, la même perception. Quand tu vois une image au ralenti et à vitesse réelle, et moi, ce serait bien que l'arbitre qui prend sa décision à vitesse réelle, qu'on l'appelle pour la VAR, peut-être qu'il y a un doute, mais pas le conditionner, et qu'il aille voir de lui-même après au ralenti, peut-être qu'il pourra changer sa décision sans ça le dénote, parce que sinon, c'est incroyable. Ça sert à rien, sinon. Ça sert à rien. Puis après, tu as certaines règles, moi je comprends plus comment elles fonctionnent sur les semelles, tu vois. Pour avoir joué à un humble niveau au football, des fois, en fait, tu arrives un dixième de seconde en retard, tu marches sur le pied d'un mec, mais même tu t'appuies pas, parce que tu sais que tu vas toucher, donc tu enlèves un peu. En fait, à l'image, ça se voit pas si tu as appuyé ou tu n'as pas appuyé. Et puis, juste, en fait, le fait qu'il y ait un contact entre la semelle, tu sais que ça va être amplifié par le joueur qui s'est fait marcher sur la cheville. Du coup, ça fait et là, tu sais que ça prend un rouge à chaque fois maintenant. Exact. Et les contacts pieds complètement d'accord avec toi. Se marcher sur les pieds au foot. Les chaussures aujourd'hui, elles sont comme ça. Donc complètement d'accord avec toi. La semelle, c'est... Tu vois, le truc de la règle quand on marche sur la semelle de prendre un rouge et que tu regardes ça à la VAR, en fait, du coup, t'as plus du tout le truc. Est-ce que tu appuies, est-ce que tu appuies pas. Puis c'est le jeu. Puis c'est le jeu aussi de l'intox, de quand tu te fais marcher dessus, d'en rajouter. Non, mais t'as le sens. Il faut sentir le jeu, quoi. Quand t'es arbitre, il faut sentir le jeu. Le penalty là qu'il y a eu pour Marseille. Quand tu sens le jeu, tu siffles jamais penalty. On voit la semelle, bien sûr, il y a la semelle. Mais il y a plein de choses comme ça, des cartes rouges, comme tu dis. Il y a eu pareil à Brest, les arbitres sentent le jeu aussi. Une semelle comme ça qui a été sifflée, incompréhensible. Mais c'est pour ça, il y a pour l'instant le seul c'est Gaël Angoula, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des anciens joueurs, peut-être un petit peu plus, qui prennent Jérémy Stinat aussi. Oui, c'est vrai, Jérémy Stinat, je l'oublie tout le temps, ils sont deux aujourd'hui. Ok, on est plutôt d'accord, on y va, on entame le gros thème de la soirée évidemment, on va évoquer la demi-finale de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. On est à une semaine de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. On est obligé d'en parler ici avec vous, les gars, évidemment, et avec toi, Benjamin. Avant de demander votre ressenti, je voudrais rappeler quand même, via la photo qu'on va vous montrer, que les deux clubs étaient dans le même groupe, dans le groupe F, et se sont donc affrontés à deux reprises. C'est Dortmund qui a terminé premier de son groupe, où le Paris Saint-Germain un petit peu... Le groupe de la mort, c'est ça. Ouais, le groupe de la mort. Le Paris Saint-Germain a un petit peu plus galéré, et pourtant le Paris Saint-Germain a battu à l'aller Dortmund et a fait match nul au retour. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu cette demi-finale? Pourquoi vous rigolez? Non, parce qu'à chaque fois, j'aurais posé ça. Pour le huitième de finale, ils étaient comme ça. Pour le quart de finale, ils étaient comme ça. Pour le demi... Non. Alors, le quart de finale, avant le match aller, on était très défaitiste. Avant le match aller? Avant le match aller. Et avant le match retour, on était très positif. Tu vois, comme quoi... Vous sentez le football, quoi. On sent ce qui se passe. Oui, à chaque fois, ils disent on connaît notre club. Voilà ce qu'ils me disent. Ouais, on sait qu'à chaque instant, ça peut s'éteindre. Alors, je vais vous demander d'être très sincère, très transparent.
Ils étaient dans la même phase de poule, enfin dans le même groupe. Ils se sont affrontés 2 fois et le Paris Saint-Germain n'a quasiment jamais été inquiété. Alors, PSG Prime cette saison face à Dortmund Prime cette saison, le PSG est un Dortmund. Voilà. Mais malheureusement, un match, ça se joue sur le terrain. Là, je commence à voir des Arsène Wenger qui dit que le Paris Saint-Germain va peut-être gagner avec des champions cette année. C'est pas le seul. Voilà. Adil Rami qui dit que le Paris Saint-Germain va peut-être gagner la Ligue des Champions cette année. Mais attendez, il y a une demi-finale. En même temps, ils sont en demi, s'ils ne prennent pas trop de risques. Peut-être. Ils n'ont pas dit qu'ils vont gagner. Il y a une demi-finale à jouer, tu vois. Et historiquement, Paris sait se saborder, surtout quand ils sont favoris. Donc, le match aller, vu que c'est ce qu'on va analyser un petit peu, je pense que la première demi-heure, ou en tout cas les premières 20 minutes, vont être très agressives du côté de Dortmund, où ils vont essayer de presser très haut. Et un joueur comme toi, Benjamin Vitinha, qui joue numéro 6, va peut-être être la clé de ce match. On en parlera, je pense, après. Mais s'ils arrivent à tenir la première demi-heure, pour moi, ça devrait aller. Voilà. Concrètement, Benjamin, est-ce que ça joue le fait qu'ils aient été dans le même groupe quelques mois plus tôt? Ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Ça va être un autre match. Hein. Après, maintenant, ils se connaissent bien, par contre. Les deux équipes, elles ont été très, très bien étudiées des deux côtés. Donc, surtout qu'ils se jouent souvent, en plus. Depuis 5 ans, ils se sont joués 4 ou 6 fois. Ouais. Je pense, comme tu as dit, je pense que c'est comment ils vont répondre présent au gros pressing des Allemands, parce qu'on se rappelle, à la phase de groupe, Paris Saint-Germain a eu beaucoup de difficultés, que ce soit à Newcastle ou à Milan, quand il y a eu un gros pressing sur le milieu de terrain. Tu as parlé Vitinha, on en parlera sûrement après. Et ça, c'est vrai que ça va être la pièce essentielle aussi pour ressortir les ballons. Mais moi, je suis assez confiant par rapport au match aller, par contre, parce que les Allemands vont sûrement les presser. Si Paris arrive à sortir les ballons avec les espaces qu'ils vont avoir, avec les flèches qu'ils ont devant, Barcola, Mbappé, Dembélé, je pense que, et comme un peu contre Barcelone, autant l'aller à Paris et au retour, c'est là où, même s'il y a eu un fait de jeu qui est avantagé. Alors, je n'ai pas spoilé, mais est-ce que tu penses que Luis Enrique va vouloir avoir la possession ou pas? Pour moi, c'est une des clés de comment est-ce qu'ils vont amener le match. Je pense qu'ils vont. Ouais, je pense que c'est dans sa philosophie de jeu. Il va essayer de l'avoir. Maintenant, peut-être qu'ils ne pourront pas l'avoir. Parce que je pense que sa philosophie de jeu avant chaque match, c'est pas de laisser la balle à l'adversaire. Je pense pas que sa philosophie. Penses que dans ce match-là, peut-être qu'ils n'auront pas le choix. Peut-être qu'ils vont être acculés au moins pendant 20-30 minutes. Moi, je le vois comme ça. Et j'enverrai justement sur Barcola et Mbappé en contre-attaque. En attaque rapide, en tout cas, le plus possible. C'est là où ils sont le meilleur. Hein. De toute façon, les Parisiens, quand ils ont de l'espace, c'est là où... même en Ligue 1, d'ailleurs. En Ligue 1, on voit quand ils sont en attaque placée, ils sont en difficulté pour trouver les espaces, les décalages. C'est un peu plus difficile pour eux. En attaque rapide, c'est vrai que là, c'est des fusées, c'est là où ils performent. On a évoqué plein de choses. On a évoqué Vitinha, Barcola, Mbappé, Dembélé. Venons-en tout de suite au fait. Mon Bobo, est-ce que pour toi, bien qu'il y ait Marquinhos, bien qu'il y ait Mbappé, bien qu'il y ait Dembélé, est-ce qu'au final, le vrai nouveau patron du Paris Saint-Germain, c'est pas Vitinha? Est-ce que le joueur clé, le facteur vraiment de cette équipe de Luis Enrique, c'est pas lui? En tout cas, depuis qu'il a été replacé, on sent que ça coïncide quand même pas mal avec une forme de maîtrise, en tout cas dans le jeu, de sérénité. Et là où moi, c'est plutôt sur ça que je les attends, c'est sur leur capacité à gérer un peu ce nouveau statut d'équipe qui est capable de maîtriser ses matchs. Parce que c'est quand même toute la saison, on leur a reproché, d'être à action-réaction dans les matchs. C'est vraiment les montagnes russes. Ils vont jouer 15 minutes, puis s'effondrer pendant 20 ou 30 minutes, puis rejouer bien pendant 15 minutes, etc. Là, on voit depuis 3 semaines, 1 mois, c'est quand même très 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 récent. Alors ça coïncide aussi avec le fait que sûrement que Luis Enrique il a trouvé son équipe, il a bien géré la rotation, que les joueurs sont plus en confiance, qu'ils ont aussi intégré ce qu'on connaissait pas depuis quelques années, un entraîneur qui inculque des choses et que ça met un peu le temps. À chaque fois, tu as pléthore de blessés, tu peux pas compter sur tout le monde au moment clé. Là, c'est comment tu finalement aujourd'hui tu maîtrises un petit peu ce schéma, cette organisation, le fait d'être une équipe qui a l'air d'aller bien. Et c'est ça qui nous change. Et moi, c'est ce qui me fait peur, parce que quand on disait on connaît bien notre club... C'est pas les matchs, je suis désolé. Depuis quand même 2 ou 3 semaines, c'est quand même beaucoup mieux que ce qui a été... Barcelone, quand même. Oui, mais après, après Barcelone, t'as 11, je parle. Ouais, mais voilà, c'est que c'est compliqué. Le fait de jeu a fait la différence. Ouais, mais ça reste du foot, en fait. C'est un fait de jeu qui fait partie du match. Et c'est vrai que
c'est compliqué de se dire, est-ce que ça aurait été pareil à 11 contre 11, mais en fait, ça n'a pas été à 11 contre 11, donc on peut pas, moi, je ne vais pas faire... Moi, j'ai vu les c'est un fait de jeu, mais aussi parce que Paris Saint-Germain, sur une mis force, en difficulté, contre-attaque, mais par contre, je te rejoins... à chaque fois, on se rappelle les années précédentes. En mars, les Parisiens, ils étaient moins en forme, ils avaient plein de blessés. Et là, le turnover orchestré par Luis Enrique, autant j'étais sceptique par rapport à tout ce qu'il faisait. Au début, en fait, c'est des essais. Je pense qu'il il savait ce qu'il faisait. C'était pour être prêt en mars. Il gère physiquement son groupe. Ouais, il gère physiquement son groupe. Il a testé. On a vu Vitinha l'a senti. Fabien Ruiz, il a changé. Il a mis Vitinha en 6, Fabien Ruiz. Ça a marché. Il a testé beaucoup de choses pour maintenant avoir son équipe type. Après, le retour de Nuno Mendes. Ça aussi, ça lui permet d'être Marquinhos, Lucas Hernandez pour moi. C'est une vraie recrue. Avec Hakimi à droite. Là, vraiment, on a une équipe. Le 11 type, là, c'est le vrai défenseur. Mendes, il est revenu il y a 1 mois et demi et tu sais qu'il n'a pas joué pendant des mois et des mois. Donc, le temps de reprendre aussi du rythme, etc., de monter en puissance. Après, voilà, si tu prends le côté supporter, moi, je suis toujours un peu comme ça parce que j'ai toujours du mal à croire qu'on va y arriver et qu'on est un peu les beautiful losers et qu'au final, peut-être t'attends plein de trucs et puis tu te casses la gueule. Donc ça c'est le côté supporter qui parle, mais si je devais être un peu parler avec la raison, j'ai envie un peu d'y croire, tu vois. Je parle que du match aller. Je me dis on est capable de subir, on l'a montré quand même pas mal de fois. Il y a des moments où on s'est fait rouler dessus au début de saison, là on arrive à mieux subir et sans se faire terminer. Donc je me dis bon, c'est quand même bien faisable. Benjamin, on parlait de Vitinha. C'est vraiment le repositionnement qui fait tout, et je pense que ton avis, il sera forcément très important, mais je me dis, pour quelques mètres, c'est ça qui fait que Vitinha est passé d'un bon joueur à un joueur, mais indéboulonnable du 11 de Luis Enrique. Ouais, c'est vraiment ce repositionnement, ça lui permet d'être un peu plus bas. Donc, moins il a moins de pressing en étant plus haut qu'en un milieu relayeur. Et il est à la base des relances. Donc, c'est lui, par sa qualité technique, qui arrive à créer les décalages, à se sortir de situations qui peuvent être compliquées. D'un seul coup, c'est lui, par une passe verticale, par qualité technique. Et je trouve que Fabien Ruiz, en plus, il est plus performant, un peu plus haut. Je l'ai toujours demandé à son poste. C'est vrai, Et c'est son poste. Et il est mieux là qu'en sentinelle. Déjà, donc, les deux. Il est dans la surface en permanence. C'est un vrai box-to-box, Fabien Ruiz. C'est un peu le... Je ne vais pas comparer à Matuidi à l'époque, mais c'est un peu ce box-to-box qui physiquement dégage une puissance quand même. Quand tu le vois en tribune, en bord terrain, la taille qu'il fait, la taille de ses jambes, il est monstrueux. On ne s'en rend pas compte, je trouve, à la télé. Mais alors, par rapport à ce que tu dis, pour moi, c'est plus le fait que ce soit le meilleur pour jouer dans cette configuration de jeu dans l'effectif, Vitinha, c'est le meilleur pour remplacer un Verratti. Ouais, ça peut le Verratti. Voilà, il a compris en fait que de mettre Ugarte, qui est techniquement limité, ça met en danger l'équipe en 6, quand tu fais presser haut. C'était le seul joueur en fait qui pouvait jouer à ce poste-là. Et quand en plus, tu as dit juste de rajouter Mendes à gauche, ça te permet d'avoir un vrai leader défensif qui est Lucas Hernandez. Pour moi, Marquinhos, j'ai un peu de mal avec Marquinhos. On ne se connaît pas assez, mais voilà, je trouve que c'est un numéro 2, Marquinhos. C'était un grand numéro 2 avec Thiago Silva, mais le mettre numéro 1, il n'est pas fait pour ça, à mon avis. C'est mon avis perso. Mais avec Lucas Hernandez, ça change tout. J'avais une question pour toi, parce qu'il y a aussi, sur Vitinha, on parlait de son repositionnement, mais il y a aussi, j'imagine, la confiance qu'on lui accorde. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te fait passer un niveau quand tu es joueur, ta relation avec tes coachs, ceux qui t'ont donné plus de confiance? Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé des paliers grâce à ça? Parce que tu parlais beaucoup de stress, de la pression que tu te mettais au début de ta carrière. Est-ce que ça t'a permis de t'épanouir dans ton jeu aussi et de passer des paliers? Oui, bien sûr. La relation entraîneur-joueur, elle est primordiale. On le voit, par exemple, avec Minamino. Depuis que Adulter est arrivé, il l'avait connu avant dans son club précédent. La confiance d'un entraîneur, forcément, te donne des ailes. Derrière, après, c'est à toi de prendre ces responsabilités-là. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un plus, cette relation. Et Vitinha aussi a pris confiance aussi au fur et à mesure des matchs avec des performances de très haut niveau. Et derrière, quand tu fais des bonnes performances, derrière, tu sens que tu as la légitimité aussi par rapport aux autres. Il remplaçait un peu Verratti, c'est pas évident, milieu de terrain. Donc, ouais, ces bons matchs aussi, après, derrière, lui a donné... Puis d'être décisif, de marquer. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il a reculé.
Mais parce qu'il a plus d'espace devant lui. Il a le jeu devant lui, là, il frappe de loin souvent. Hein. Et puis une belle frappe. Hein. Ouais, c'est le meilleur buteur parisien en dehors de la surface. Tu vois, moi, je l'ai croisé plusieurs fois l'année dernière et cette année, et en fait, je vois même tu vois, de ce qu'il dégage humainement, il y a un truc comme s'il était. C'est ça. Il bombe le torse. Et puis il récupère le ballon aussi. Hein. Il bombe pas le torse. C'est pas quelqu'un qui se la raconte, mais tu vois, l'année dernière, il était plus enfin, quand je l'avais croisé l'an dernier, il était plus introverti. Et cette saison, je l'ai vu 2 fois. Et je sais pas, il rayonne un peu plus. Alors, la maîtrise du français, déjà l'année dernière, c'était déjà top, mais là, c'est vraiment, t'es bluffé sur sa maîtrise du français. Puis je sais pas, tu le sens détendu, il échange avec les gens. J'ai l'impression d'avoir et puis il est hyper jeune. Il a comme s'il y avait un truc qui s'était passé. Mais pas que lui. En fait, le vestiaire, tu sens quand même qu'il y a une équipe, quoi. Il y a un collectif. Avant la saison dernière. Qui est un grand entraîneur. Aussi. Tu vois ce qu'il fait, la progression des joueurs. Je pense que tu allais y venir. Tu vois ce qu'il a fait de comment il s'appelle, Barcola. C'est fantastique. Personne en une saison n'aurait imaginé un Barcola à ce niveau-là à Barcelone au début de la saison. Personne. Avant de s'attarder sur Luis Enrique, Vitinha, concrètement, on n'est pas dans l'Ostermos, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain? C'est Mbappé quand même. Dembélé. Il y en a beaucoup qui sont importants dans cette équipe. C'est difficile de dire que soit Vitinha soit le plus important. Ouais, je pense que c'est le collectif qui est important, ce qu'a réussi à mettre en place en ce moment Luis Enrique avec beaucoup d'essais. Et sa plus grande réussite, c'est le collectif. C'est une équipe où ils ont tous besoin des uns et des autres. Et avant, c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain, c'est qu'on ne sentait pas. Après, attention quand même. C'est pas non plus Manchester City le PSG. Mais ils y sont plus, Manchester City. Je crois que ça, c'est le mieux. Il faut pas s'attendre à voir Paris exploser Dortmund même. Voilà. Ouais, t'es quand même en demi-finale de Ligue des Champions. T'as quand même le Bayern Munich, t'as la Real Madrid. Dortmund, c'est quand même des grands d'Europe qui ont l'habitude de jouer des demi-finales. Paris cette saison. On a parlé de 3 déplacements en poule. Ils ont fait match à Dortmund, ils ont fait un bon match. Et ils méritent de gagner. Ils n'ont pas de chance, ils doivent gagner. Autant Milan et Newcastle. Newcastle, c'était catastrophique. La double confrontation contre Barcelone, il faut faire très attention quand même. Mais comme tu as dit, Ugarte, c'est lui qui joue en numéro 6 pour ressortir les ballons. Mais Barça, match aller, moi, je reste quand même très très inquiet de ce que j'ai vu. Ouais, techniquement, ils ont été surclassés par les Barcelonais. Si Dortmund laisse le ballon à Paris, je suis très inquiet. Après, Luis Enrique avait quand même étonné un petit peu son monde sur son 11 au match aller. Et il est retourné sur du classique, si je puis dire, lors du match retour. Est-ce qu'il doit... Voilà, une question là qui me vient en tête. Est-ce qu'il doit continuer sur ce qu'il a rassuré, ce qu'il a convaincu lors du match retour, ou, on le connaît, il est amateur de surprise, il aime bien s'adapter à son adversaire, il aime bien stabiliser, à votre avis, sur quel pied il doit danser? Moi, je pense qu'il a l'équipe de Dortmund en face correspond parfaitement aux qualités du Paris Saint-Germain dans cette composition-là du match retour avec le 11 qu'il a fait. Je pense que ça matche parfaitement. Après, on n'est pas à l'abri d'une blessure déjà, de quelque chose, d'un incident, d'un pépin, d'un joueur malade, d'un virus, n'importe quoi. Mais je pense qu'il partira là-dessus. Et il partira pas avec Dembélé en 10, je pense. Comme il a pu le faire dans certains matchs importants. Parce que Dembélé, il met trop de danger sur le côté. En ce moment. Il fait peur, je pense. Je pense que les joueurs de Dortmund ont plus peur de Dembélé que de Barcola. Peut-être une chance pour Barcola, tu vois, mais je pense que... Encore une fois, ils vont tous le regarder là-bas. Et oui, c'est vrai que voilà. Souvent, parce que déjà, c'est un ancien Barcelonais, et puis là, il va encore retrouver un ancien club. Ouais, Benjamin, lui aussi, cet homme-là, Ousmane Dembélé, il aura un rôle clé. Ce qui est marrant, c'est que en 2023, tout le monde était content de ses prestations, mais tout le monde disait ce serait bien quand même s'il pouvait mettre des buts au moment important. Aller-retour face au FC Barcelone, il inscrit un but. Là, il met encore un doublé contre Lorient. Donc, on sent ça lui a été demandé après le match, d'ailleurs. Ils lui en ont parlé, ils lui ont dit... Après le match de Lorient ? Ouais, on lui a posé la question, justement, de lui dire comment il vivait le fait d'être décisif maintenant. J'ai l'impression que ça glisse quand même pas mal sur lui. Vraiment. Il a dit, non, mais tant mieux. Enfin, après, je pouvais comprendre que les gens me demandaient ça au poste où je joue. Maintenant, je marque, c'est bien. Enfin, tu vois, et c'est le truc que bon... C'est sa naïveté un peu... dans le bon sens, je dis ça. Son innocence. Ouais, son innocence. Ouais. Je trouve que ça lui sert maintenant. Parce que plus rien de il s'est fait... Son insouciance, c'est vrai, exactement. Il est insouciant, j'ai l'impression, sur le terrain, il tente, même s'il loupe, il va retenter. Il est insouciant. Parce qu'il y a ce contexte au PSG qui est favorable maintenant, bizarrement, tu vois. Et je trouve que ce qui était un poids pour lui devient une force maintenant.
rien ne le touche. Voilà, il fait ce qu'il doit faire. Après, s'il était efficace, s'il marquait les buts, il serait peut-être sûrement ballon d'or. Vu la qualité de ce joueur, donc ce qui lui manquait, c'est sûr que c'était de marquer des buts. Quand tu regardais ses stats, en ce moment, il est très efficace. Là, il met encore un super but à Lorient. Sur la double feinte. C'est magnifique. Les deux, ils ont bien glissé. Sur la deuxième feinte, moi je le vois tirer. Et en plus, elle n'est pas forcée, elle n'est pas très marquée. Tu vois, c'est juste. Tu as un petit mouvement de hanche qui lui permet de repartir. Il lui manque un petit peu de charisme, si tu vois, Ouais, mais ça ne fait pas partie de sa personnalité, je pense. Ouais, mais pour être top 3 ballon d'or, mais je pense que mais je suis pas sûr que ça soit un joueur comme ça, parce que je l'avais entendu en interview aussi, on lui disait c'est quoi tu vois, pour toi c'est quoi qui te fait le plus kiffer, et il disait en fait moi c'est les passes D. En fait, quand tu as un joueur qui te répond ça, c'est pas un joueur qui veut avoir le ballon d'or. Tu vois, il te dit ce que j'aime le plus, c'est de faire des passes décisives. Mais c'est vrai que ça revient à ce que tu disais, c'est que devant les trois sont tout aussi importants au final. Ce que moi j'avais perçu de chez Luis Enrique quand il avait mis Dembélé en 10, c'est parce qu'il n'y avait pas Barcola. Ou Barcola revenait de blessure. Oui, c'est ça. Tu vois, et je pense que son schéma c'était de se dire voilà, j'ai un mec qui va me faire la différence, c'est Dembélé, et un type qui va me prendre la profondeur, c'est Mbappé. Donc pour lui, il sait qu'il y aura 2 ou 3 actions qui seront pendant le match où il y aura un but. En faisant ce système-là, ce circuit-là. Maintenant que tu as Barcola, c'est pas pareil. Tu as 2 joueurs qui vont te mettre des tempêtes sur les côtés. Et en plus, tu as encore Mbappé que tu n'as même pas utilisé dans le schéma. Donc c'est merveilleux. Et tu as la solution avec Vitinha ou Fabien Ruiz qui vont arriver pour frapper. Tu as beaucoup plus de solutions qui se sont créées avec cette structure qu'il a établie Luis Enrique au cours de la saison. Ouais, c'est vrai, Benjamin, il y a eu ce coup un peu tactique là, contre la Real Sociedad où il a tenté de mettre Ousmane Dembélé dans un rôle plus axial. Je suis obligé de te poser la question, toi, le numéro 10 de métier, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Nous, on avait un petit peu du mal à statuer, à prendre une décision, parce que peut-être que c'est le desservir, mais au final, c'est un coup tactique auquel les adversaires ne s'attendent pas, et voilà, ça déstabilise un petit peu, quoi. Ouais, c'était un coup tactique, parce que c'est vrai que Dembélé, tu le vois, il est meilleur sur son côté droit, c'est là où il est le plus efficace, et en plus, avec la relation qu'il a avec Hakimi, le binôme, il marche très très bien. Je pense que c'était un coup tactique, et tu l'as bien dit, il avait un faux neuf, il décrochait, ça lui permet d'être un peu entre les lignes, et puis après de pouvoir servir après avec sa qualité de passe, parce qu'on voit il fait énormément de décalage, et sa force c'est ça, c'est sa qualité de passe derrière, de servir après Mbappé qui part de la gauche, parce qu'Mbappé il préfère jouer quand même à gauche ou à un deuxième neuf, tout seul devant, pour lui c'est plus compliqué, sauf si il a de l'espace, et si l'équipe en face lui laisse 40 mètres dedans. Mais s'il joue neuf en attaque placée, c'est compliqué, donc ouais, c'était plus un coup tactique que le mettre dans sa meilleure position. Et après ils ont beaucoup de liberté quand même, l'animation offensive est beaucoup plus différente que le 11 sur le papier que tu vois. C'est vraiment, ils ont beaucoup plus de liberté, je trouve. Et puis aussi, pour revenir sur Luis Enrique, là j'y pense, tout à l'heure on évoquait, tout le monde disait qu'on était un peu sceptique sur ce côté gestion de groupe, qu'est-ce qu'il fait à mettre machin sur le banc ou quoi aux caisses, mais Ousmane Dembélé, je pense que c'est la première fois depuis je ne sais combien de saisons qu'il n'est pas blessé. Ça aussi, il faut mettre... c'est du crédit pour Luis Enrique, quoi. Donc Luis Enrique, pour l'instant, est en train de remporter son pari avec le Paris Saint-Germain. Et j'ai beaucoup entendu des gens par le passé dire que la Ligue 1 était un poids pour le PSG pour la Ligue des Champions. Moi, je trouve pas. Si tu as la possibilité de faire tourner ton effectif comme ils le font en ce moment, mais c'est tant mieux d'avoir 15 points d'avance. Parce que tu ne prends pas le risque d'avoir un blessé. Tu as des mecs qui sont pas obligés de se donner à fond. Si tu mets Mbappé tous les 3 jours, au bout d'un moment, il va être moins performant. Et il n'a pas besoin de se blesser pour être moins performant. Tu l'as vu par le passé, tu as des joueurs qui ne peuvent pas jouer tous les matchs, c'est normal. Et puis la preuve en est, ils n'ont pas joué contre Lyon et ils s'en sont bien sortis. Hein. Exactement. Ça leur donne de la fraîcheur physique, mais aussi de la fraîcheur mentale. Ça fait du bien aussi, des fois, de pas jouer, parce que tout le temps, tous les 3 jours, jouer. Tout le monde est concerné. Mentalement, il faut que tu sois prêt. Tu as de l'envie aussi même de reprouver un petit peu, ou même de kiffer. En fait, à Lorient, on a vu ça. J'ai l'impression qu'on a eu des joueurs qui. Et puis même, le reste de l'effectif est concerné par la saison. Tu as une émulation qui se crée, tu as des joueurs qui. Tu sais pas si. Tu peux même faire sortir les jeunes, tu vois. Là, tu as eu c'est quoi, Zag et Mayoulou. Mayoulou, il est pas mal. Mayoulou, je trouve pas mal. Mais c'est aussi ce turnover-là qui te permet d'avoir de l'avance en championnat, qui te permet aussi de... Et puis tu fais vivre un groupe. Tu fais vivre un groupe aussi. Tu dis, tout le monde se sent concerné. Là, il y a un vrai collectif. Et puis si t'es pas à l'abri d'une blessure. Si t'es un suspendu. Si t'as un souci, tu sais que le mec, il a déjà joué 15 matchs dans l'équipe. Et puis il a du temps de jeu.
Du coup, il va pas avoir un problème de rythme. Donc, ouais, non, c'est bien géré. Mais on n'a pas dit que, attention, Dortmund, ils sont bien meilleurs qu'ils étaient aussi au début de la saison. C'est pas la même équipe qui a perdu 2-0 au parc et qui a fait un non-match. Là, ils ont mis en grande difficulté Leverkusen, qui est une très grande équipe cette saison, jusqu'à la dernière seconde du match quasiment. Il y a des forces quand même. Ils vont aussi à 2000 en contre, les Malen, Adeyemi. C'est pour ça que moi, je veux qu'on leur laisse le ballon. Ils ont mis 4-2 à l'Atlético de Madrid. Voilà, mais 4 buts à l'Atlético, c'est pas vrai. Et tout le monde a marqué en plus. Hein. Même, tu vois, le défenseur central qui a marqué. Après, ils ont les qualités et les défauts de nos qualités et de nos défauts. Donc, il faut peut-être être un peu intelligent pour une fois. Est-ce que ça va être un match plus compliqué que le quart de finale face à Barcelone, vous pensez? Non. Je sais pas, c'est trop dur cette question. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que Paris a plus de certitude que contre Barcelone. Et Paris est passé totalement à côté de son match aller et de la première demi-heure, je trouve. Après, je garde là, tu vois, il y avait un truc à Newcastle qui m'avait marqué, c'était l'envie qu'avait mis l'équipe, mais c'est aussi toute l'atmosphère qu'il y avait autour du match dans le stade. Et ça reste ça reste une équipe assez jeune. Moi, je sais que je l'ai dit plusieurs fois ici, où j'ai trouvé qu'ils avaient souvent pris le bouillon contre des équipes qui mettaient de l'intensité, mais aussi où tu avais des gros publics derrière qui poussaient. Ça sera aussi une donnée à prendre en compte, parce qu'il va y avoir une ambiance extraordinaire à Dortmund, comme c'est souvent le cas. Faudra voir le contexte du match, le scénario, l'effet de jeu, comment le public... Parce que tu vois, à Newcastle, dès qu'ils haranguaient les supporters, en fait, ça célébrait les touches comme si c'était des buts. Et on a senti que l'équipe, elle coulait aussi un peu dans la tête. Donc c'est... Moi, Après, il y a eu des moments... L'équipe a grandi. L'équipe a grandi. Il s'est passé des choses dans la saison. Des déclics, comme la défaite à Newcastle, on en parle beaucoup, où c'est là où, pour la première fois... Moi, ça m'avait marqué, j'avoue. Il est passé en 6 et s'est imposé finalement en pause numéro 6. Tu as eu ce qui s'est passé à Barcelone, parce que humainement, se qualifier là-bas, je pense que ça a soudé quelque chose de très fort dans le groupe. Donc ça, c'est une force. La joie du quatrième but était extrêmement marquante. La célébration, c'est incroyable. Hein. Les joueurs après le match. Et puis la prophétie continue. Quoi. Non, il y a beaucoup plus de certitude, là, tu vois, dans le 11 type par rapport à tous les essais qu'il a fait par rapport à la première partie de saison. Tu vas avec beaucoup plus de confiance, c'est ça aussi qui est important. Et puis il y a toujours cette barrière de ne pas passer les huitièmes, pas passer les quarts. Là, tu es en demi. Donc du coup, ils ont moins l'impression, je pense, aussi sur les épaules par rapport à leur dernière performance. Hein. Donc maintenant, la seule crainte, c'est comme tu l'as dit, par rapport au match que j'ai vu à Newcastle, même si c'est plus le même PSG, et à Milan, où ils n'ont pas réussi à relever le défi physique. Donc c'est là où les 20-30 premières minutes à Dortmund, quand il y aura la grosse pression avec cette ambiance phénoménale, c'est là où on va voir si ils ont progressé à ce niveau-là. Ouais, surtout pas. Ce sera la pire des choses. On va la gagner. Moi, j'ai entendu Marquinhos pour sa célébration. Il a dit on veut. Oui, on veut. On veut. Regarde, Luis Enrique a dit en conf là. Non, il a dit on veut aller en finale. Donc, il a dit on veut. C'est normal, t'es en demi-finale. Oui. Il a dit j'aime pas quand il parle. Mais là, c'est un procès d'intention. Avant le Barça, quand en demi, tu dis on veut aller en finale, il va pas dire on veut pas y aller. Avant le Barça, Luis Enrique, il a dit un truc. Il a dit c'est moi qui représente plus le Barça que Xavi. J'ai pas aimé. Karma, machin. Ils prennent match après match, du coup. Voilà. Avant le match retour, Xavi, il a dit les supporters accueilleront Dembélé comme ils veulent. Moi, tu vois, j'aime pas ce genre de truc. Là, vraiment qu'on reste humble. Mais on veut. Oublier qu'on n'est pas bon. On veut y aller, c'est pas pareil qu'on va y aller. On veut. Enfin, moi, je ne lui reproche pas de dire qu'il a envie d'y aller. Moi, j'attends de voir qu'il y a une demi-finale à jouer, match aller-retour. Après, tu parles de ce que tu veux. Voilà. Carpe diem, ok. Je me souviens de la remontada, je me souviens de Manchester, je me souviens du match au Real Madrid, je me souviens de plein de choses. Mais après, il y a plein de signes qui montrent que c'est cette année, quoi. Parce que tu vois le tirage, tu non, dis. Commence pas. Hein. Non, mais c'est ce que je leur dis depuis des semaines. Il y a plein de signes positifs, ça, c'est incroyable. Ça, on n'a pas le droit de le dire. En fait, et si on prône le contre-œil, tu vois Manchester City est éliminé, pour moi, c'était l'équipe. On va apprendre à peut-être. Je t'aimais bien. Je connais le contre-œil. Il y a porter l'œil et nous, on fait des contre-œils. On dit toujours l'inverse de ce qu'on veut. Paris va se faire exploser par Dortmund. Voilà, ça marche comme ça, le contre-œil. Quelle équipe tu supportes à la base, je parle. Paris Saint-Germain. Avant ta carrière. Paris Saint-Germain. C'est vrai? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais qu'il va se passer un truc. Il va se passer un truc de fou à la 85e. J'étais vraiment supporter à l'époque de moi, j'ai connu Suzic, je venais au parc. Puis Lorger. Magnifique. J'adorais, Paris Saint-Germain. Et après, la meilleure période, c'est Ginola, Valdo. Moi, c'est notre enfance. Moi, c'était mon enfance. Ouais. Et donc, tu penses qu'ils vont au bout? Moi ouais, je pense qu'ils vont au bout. Je sais pas, il y a des signes de tirage au sort. Ça a l'air écrit. C'est écrit pour moi.
la dernière saison d'Mbappé. Il y a des choses, il y a des signes. L'élimination de City, Ineos, le tirage Real Sociedad, c'est la petite équipe à prendre, on la prend en 8e. Dembélé qui sort le Barça, enfin, c'est extraordinaire l'histoire. Et Dembélé qui va sortir Barça Dortmund. Qui va sortir Dortmund. Et si tu joues le Real, tu vois, as un truc aussi qui, symboliquement, ils ne sont pas encore qualifiés. Hein. Mais que ce soit le Bayern ou le Real, le Bayern, tu as perdu déjà une finale contre eux. Le Real, tu as des antécédents qui commencent à s'accumuler année après année. Et puis tu as un ancien coach en finale, quoi qu'il arrive. Et puis c'est potentiellement le futur club d'Mbappé. Putain, arrête. Bon, ça a l'air écrit. Bon, vous le sentez bien quand même, d'une manière générale. Vous ne voulez pas en parler? Ok, il y en a un autour de... Bon, je pense que c'est le moment d'arrêter l'émission. Alors, ok, le temps de tous vous remercier. Évidemment, de continuer à nous suivre à chaque émission. Merci les gars, c'était très cool. C'était fantastique. Évidemment, merci Benjamin. Pour ton temps, pour ta gentillesse, ton côté humain, comme tu disais. Et ta vista. Et ta vista, ouais. Bah alors là, on n'a pas encore vu balle au pied. On aura l'occasion. Vous savez qu'il continue à faire du foot. Hein. Parce que demain après-midi, j'ai un tournoi. J'ai entendu dire qu'on allait peut-être se croiser sur un terrain, donc calme-toi. Parce que, attention, lui, il joue l'homme. Non, moi, je suis tu joues quelle place? Moi, je joue derrière en plus. Donc, vous serez peut-être pas mis sur le carré, mais en dehors, tu verras, il sera super. Il remplira ton assiette. Non, mais surtout, je vais me faire ridiculiser. C'est pour ça que je lui dis doucement. C'est surtout de ça que j'ai peur. Il y a de te mettre des balles dans ton dos, là, si t'es défenseur. Là, Bref, tout ça, merci, c'était très très cool. Ouais, J'espère vraiment que tu as pris autant de blessures que nous. De toute façon, il va revenir nous voir pendant l'Euro. Ah oui. Voilà, pour la finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Real Madrid. Alors, il disait si le Paris gagne la Ligue des Champions, il se rase le crâne. Est-ce que tu es prêt à le faire aussi ou pas? Pendant une émission. Ah, bah je viens avec ma tondeuse. Et c'est Benjamin. Alors, tu le fais. Si Paris gagne la Ligue des Champions, je viens avec ma tondeuse et je te rase le crâne. T'as pas le choix. Voilà, c'est sûr, on va la gagner. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit pour la prochaine émission. Ce sera après le match aller, je suppose. Ouais. Allez. Ça va venir vite. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.